La séance est ouverte. J'ai reçu du président du Conseil de gouvernement la lettre suivante. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir soumettre à la délibération de votre Assemblée législative les projets de loi suivants. Le premier projet porte sur l'abrogation des dispositions de la loi numéro 61 RS du 7 juin 1960 concernant la ratification et la rétrocession à la Fédération du Mali des compétences transférées à la République soudanaise par la communauté en vertu des accords signés le 4 avril 1960 à Paris. Le second projet concerne la proclamation de la République du Mali, État indépendant et souverain. Le troisième projet érige l'Assemblée législative de la République soudanaise en Assemblée nationale de la République du Mali. Le même projet tend à transformer le gouvernement actuel de la République soudanaise en gouvernement provisoire de la République du Mali. Le quatrième projet a pour objet de modifier la constitution de la République soudanaise pour l'adapter à la situation nouvelle résultant de la proclamation de la République du Mali État indépendant, libre et souverain, libre de tous engagements et liens politiques. Auditeurs de Radio Mali, en ce jour mémorable du jeudi 22 septembre 1960 est née la République du Mali. Une république indépendante, absolument et totalement indépendante de tous les liens politiques avec la France. Indépendant, nous le sommes à compter de ce jour. Une indépendance que nous devons à nos leaders, à nos anciens, nos aînés, à l'action constructive et courageuse des dirigeants de l'Union soudanaise RDA, dont le président Modibo Keïta s'est fait le porte-parole au congrès extraordinaire qui a tenu ses assises ce matin à Bamako. Chers camarades, à la conférence territoriale du parti, il y a 3 semaines, nous nous sommes contentés d'un exposé objectif du déroulement des événements de Dakar sans en tirer les conséquences. Nous avons par la suite pris un certain nombre de contacts qui ont projeté plus de lumière sur les origines plus ou moins lointaines des événements. La République soudanaise indépendante n'a fait qu'usage de son droit à l'indépendance. La réalisation de l'unité nationale sera le ferment de la mobilisation générale des populations jusqu'aux confins du Sahara. Son développement économique appelle à des sacrifices pour sortir le pays d'un possible isolement. Face à cette éventualité, il s'agissait d'envisager les voies et moyens pour une économie socialiste et planifiée. De l'affirmation de la République soudanaise sur le plan africain et international, rappellera en substance Modibo Keïta. Pour laquelle nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative, premièrement, à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali. Deuxièmement, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Troisièmement, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. La République soudanaise est proclamée État indépendant et souverain sous le nom de République du Mali. Le Congrès opte pour la construction d'un État socialiste. Une présidence de la République est instituée, confondue avec le chef du gouvernement. Un régime de type parlementaire est maintenu. Le chef de gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale et exerce les attributs de chef de l'État et le pouvoir exécutif. Les ministres sont responsables devant lui. L'Assemblée nationale élue pour 5 ans vote la loi. Il reprenait en gros les termes du préambule de celle du Soudan du 23 juin 1959, sauf en ce qui concerne les principes de base. La liberté et la justice succédant à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. Les droits et libertés de l'homme,
Travail, repos, grève, association, syndicalisme étaient exposés sous leur forme classique. La République entendait enfin organiser les conditions nécessaires à l'évolution harmonieuse de l'individu et de la famille au sein d'une société moderne et dans le respect de la personnalité africaine. En septembre 1960, le congrès extraordinaire du parti l'Union soudanaise RDA définissait les grandes lignes de sa politique et les grandes tâches assignées au premier gouvernement de la jeune République. Le congrès invitait le gouvernement à entrer en relation économique avec tous les pays. L'instauration rapide de structures économiques nouvelles dans le cadre d'une planification socialiste fondée sur les réalités maliennes. Dans le cadre de l'exécution de sa politique économique, la République du Mali procédera très rapidement à la création de sociétés et entreprises d'État. 27 octobre 1960, création d'Air Mali, société d'État au capital de 50 millions de francs CFA. Air Mali prend la relève d'Air France pour l'exploitation de toutes les lignes intérieures. Adhère à l'IATA le 12 juin 1961. Cette société bénéficiera de l'aide de la Grande-Bretagne et de l'Union soviétique qui accordait un crédit de 40 millions de roubles et équipait Air Mali d'avions Ilyushin. Du 29 octobre 1960 au 22 septembre 1961, date du lancement du premier plan quinquennal, verront le jour la Somiex, l'OPAM, la librairie populaire, la pharmacie populaire, la régie du chemin de fer du Mali, l'énergie du Mali, nationalisation de l'Office du Niger, Société des travaux publics, création de l'Agence nationale d'information, l'ACEMA. En moins d'un an, le Mali devient maître de la production, de l'import-export et du transport. D'ailleurs, en octobre 1961, l'essor exposait clairement comment on concevait au Mali une véritable politique socialiste. Cela consiste d'une part à renforcer les structures collectives, d'autre part à créer l'infrastructure de base nécessaire à une évolution méthodique de l'économie, en vue notamment d'assurer les besoins élémentaires des larges masses populaires. Un rôle qui, dans notre pays non industrialisé, où les moyens de production sont insuffisants, il était nécessaire et indispensable pour freiner la tendance à faire passer le superflu avant le nécessaire au nom du profit, de nous rendre maîtres du commerce d'import-export qui constitue le moyen d'introduire les objets manufacturés. Maître aussi de l'implantation des moyens de production que nous orientons dans les perspectives d'une économie socialiste dirigée. Maître dorénavant du commerce d'import-export que nous adapterons à nos besoins vitaux, à l'intérêt général et non à sa capacité de rentabiliser. L'option résolument socialiste du Mali était ainsi affirmée par l'organe officiel du parti, l'Union soudanaise RDA. Déjà, le programme prévu par l'Union soudanaise RDA était en cours d'exécution. Les relations avec les pays progressistes se développèrent. Après le crédit de l'Union soviétique à la jeune société Air Mali, c'est la Yougoslavie qui va accorder au Mali un crédit technique de 10 millions de dollars. Cette orientation marquée vers l'Est n'entraîne pas toutefois une rupture avec les puissances occidentales. Le 2 novembre 1960, le Mali et la France décident d'élever leur représentation diplomatique au rang d'ambassade. Mais le 20 janvier 1961, la République du Mali demande l'évacuation des bases militaires françaises de son territoire.
16 février 1961, le bureau politique de l'Union soudanaise RDA reconnaît le gouvernement provisoire de la République algérienne GEPRA comme seul gouvernement représentant le peuple. Les traces de l'histoire abondent à travers tout le territoire malien. Elles sont des marques visibles lorsqu'il s'agit des outils de premiers âges découverts au sud de Bamako, des gravures, des contreforts de l'Adrar des Iforas ou encore du mausolée impérial des Askia à Gao qui date du XVIe siècle. Invisible et pourtant éclatante d'évidence, l'empreinte de l'histoire marque aussi l'âme de chaque Malien. L'histoire malienne n'appartient pas au seul Mali contemporain, qui est ce qui reste des empires, royaumes qui se sont succédés du 7e au 19e siècle. Au centre de l'Afrique, dans le Mali actuel, ont rayonné au fil des siècles des capitales et des métropoles des empires. Empire du Ghana, Empire du Mali et Empire Songhai. Mais l'histoire conserve aussi les souvenirs des royaumes du Massina, du Karta, de Ségou et de Sikasso. Les dernières tentations de création d'empire d'El Hadj Omar et de Samori Touré. Comme on peut le constater, des grands noms de l'Ouest africain jalonnent le passé du Mali d'aujourd'hui. Il n'y a pas que des empereurs dans notre histoire. Comment pourrions-nous ne pas mentionner les puissants rois, Damonzon de Ségou et Babemba de Sikasso, ou des héros qui ont pour nom Cheiboun ou Firoun? Pour avoir été berceau d'empire, ce territoire assez grand sera partagé à la règle et au compas par l'état-major colonial. On hésitera même à donner un nom à ce qui en restera. Ce serait d'abord le Haut-Sénégal-Niger, ensuite le Soudan français, et puis avec l'indépendance, ressurgit des oubliettes le nom synonyme de puissance, le Mali. Aucun pays ne peut aspirer au développement ni l'atteindre que s'il est parfaitement conscient de ses possibilités et de ses besoins, et s'il dispose de méthodes et de moyens aptes à mettre en valeur les unes et à satisfaire les autres. Ainsi, le Mali lança son premier plan quinquennal de développement socio-économique. C'était le 22 septembre 1961. L'étude sera faite par le professeur Bethelem. Le plan exigera pour sa réalisation une enveloppe financière de 65 milliards, dont 35 étaient attendus de l'aide extérieure. Nous parlions à l'époque de francs CFA. Seulement voilà, le 30 juin 1962, l'Assemblée nationale vote autorisant la création d'une nouvelle unité monétaire, le franc malien. Un franc malien égale par convention à 1 franc CFA. Mais en réalité, le franc malien ne représentait qu'1 centime de franc français, alors que le franc CFA était échangé contre 2 centimes. Cette situation ne sera pas du goût de tout le monde. Conséquence, le 20 juillet 62, les commerçants manifestent à Bamako contre la réforme monétaire. Manifestation dont le bilan a été de 2 tués, 10 blessés et plus de 250 arrestations. Sans doute, pour afficher une attitude de fermeté, les autorités d'alors n'ont pas tardé à organiser le procès des inculpés de ces manifestations. 4 jours seulement après les émeutes, s'ouvrait le tribunal populaire composé de 39 membres qui devait donner son verdict 3 mois plus tard à l'issue d'un procès marathon. Le 1er octobre 1962, le verdict tombe. 3 condamnations à mort, commises en peine à perpétuité plus tard, et plus de 50 autres condamnations allant de 20 ans à 5 ans de travaux forcés. Après ce passage de la zone de turbulence de ce mois d'octobre, le navire de la Jeune République poursuit sa marche vers la consolidation de son identité socio-culturelle. Le 9 octobre 1962, l'Assemblée nationale adopte l'hymne de la République, dont le texte intitulé « Le Mali » a été rédigé par Seydou Badian Kouyaté sur une musique de Mario Gambetta. À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peuple, un but, une foi pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre drapeau sera liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre combat sera unité. Ô Mali d'aujourd'hui, ô Mali de demain,
Les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Debout, villes et campagnes. Debout, femmes, jeunes et vieux. Pour la patrie en marche, vers l'avenir radieux, pour notre dignité, renforçons bien nos rangs. Pour le salut public, forgeons le bien commun. Ensemble, au coude à coude, faisons le chantier du bonheur. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre drapeau sera liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre combat sera unité. Ô Mali d'aujourd'hui, ô Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. La voie est dure, très dure, qui mène au bonheur commun. Courage et dévouement, vigilance à tout moment, vérité des temps anciens, vérité de tous les jours, le bonheur par le labeur fera le Mali de demain. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre drapeau sera liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre combat sera unité. Ô Mali d'aujourd'hui, ô Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. L'Afrique se lève enfin. Saluons ce jour nouveau. Saluons la liberté. Marchons vers l'unité. Dignité retrouvée soutient notre combat. Fidèle à notre serment de faire l'Afrique unie. Ensemble, debout mes frères, tous au rendez-vous de l'honneur. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre drapeau sera liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre combat sera unité. Ô Mali d'aujourd'hui, ô Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance, le cœur vibre de confiance. Le 17 septembre intervient la réforme de l'enseignement dont l'objectif est de lier l'école à la vie. Réforme qui opte pour un enseignement de masse et de qualité adapté aux besoins, aux réalités du pays. Il fallait préparer chaque enfant malien à accéder à la forme d'activité où il peut rendre le plus de service à la nation. Il s'agissait en priorité de faire un enseignement qui décolonise les esprits et réhabilite l'homme africain. L'année 1962 aura été sans conteste l'année des réformes. Réforme du Code malien de mariage, réforme monétaire et réforme de l'enseignement. Une année chargée d'espoir donc et qui se terminera sur un cadeau de Noël pour les chrétiens du Mali. L'intronisation de Monseigneur Luc Sangaré comme premier archevêque de Bamako. D'enseignement qui formeront plusieurs générations de cadres maliens. En janvier, création de l'école militaire interarmes de Kati pour la formation des officiers. En mars, inauguration officielle du lycée Prosper Camara en souvenir du tout premier prêtre du Mali originaire de Caille décédé 2 ans plus tôt. L'année 1963 a vu également l'organisation du premier pèlerinage catholique à Kita et la création de l'association des églises et missions protestantes évangéliques du Mali. Au mois de janvier 1963 est organisé pour la première fois le DEF, diplôme d'études fondamentales, qui remplace désormais le BEPC, brevet d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire. Au cours de cette même année, grâce à un emprunt national, Radio Mali acquiert de nouveaux émetteurs qui sont installés à Sotuba. D'autres infrastructures verront le jour. C'est ainsi qu'on procède à la pose de la première pierre du stade omnisport de Bamako, construit avec l'aide de l'Union soviétique, puis à la pose de la première pierre de l'hôtel de l'Amitié, construit avec l'aide de la République arabe d'Égypte, et enfin inauguration du motel de Bamako. Dans ses relations avec l'extérieur, le Mali adhère dès 1963 au Fonds monétaire international FMI, à la Banque mondiale et à l'AID. Convaincu que c'est dans l'Union que se fera le développement du continent, notre pays abrite le premier sommet du comité inter-État du fleuve Sénégal, regroupant la Guinée, le Mali, l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal, pour enfin devenir l'OMVS.
Le mois de juin 1963 verra la reprise des relations ferroviaires entre le Mali et le Sénégal, relations interrompues depuis août 1960. Le Mali s'affirme de plus en plus sur la scène internationale avec l'organisation d'un autre sommet devant aboutir au règlement à Bamako du conflit de frontières algéro-marocain par l'empereur Haïlé Sélassié Ier d'Éthiopie, Sa Majesté le roi Hassan II du Maroc, le président Ben Bella d'Algérie et le président Modibo Keïta du Mali. C'était du 23 au 30 octobre 1963. L'Organisation de l'Unité africaine OUA venait de franchir sa première crise. Le Mali était membre fondateur de l'organisation créée le 25 mai. L'Afrique libre brille au soleil de sa sueur et cherche dans la terre les voies de sa survie. Et puis, surgit l'esclavage qui brise les rêves, enchaîne les ambitions et l'âme de l'humanité. La traite des Noirs aura vidé le continent de toute sa substance. Ils sont des milliers appartenant aujourd'hui à d'autres continents, victimes d'un génocide culturel irréparable. L'autre mal qui achèvera l'agonie de l'Afrique est la colonisation. Mais il y avait aussi des hommes devenus des héros parce qu'ayant manifesté avec une bravoure inégalable leur refus de l'occupation coloniale. El Hadj Omar Tall, Samori Touré, Tcheba, Babemba, Cheiboun et Firoun, pour ne citer que cela et pour ne prendre que l'exemple du Mali. Malgré leur résistance opiniâtre et compte tenu du déséquilibre de force entre l'occupant et l'assiégé, l'Afrique sera soumise à un découpage terrible par l'étranger. Mais il fallait, avant la naissance de l'Union panafricaine, colmater les brèches, assainir le climat qui prévalait à l'époque entre les deux groupes antagonistes de Casablanca et de Monrovia. L'empereur Haïlé Sélassié d'Éthiopie, dont le pays avait connu une très courte période d'occupation italienne, de 1935 à 1941, avait réussi à rapprocher les points de vue entre progressistes et modérés. Ils étaient 31 chefs d'État pères fondateurs qui proclamèrent du haut de la tribune de l'Africa Hall à Addis Abeba leur foi en l'unité de l'Afrique. Parmi ceux-là, le Malien Modibo Keïta, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, le Guinéen Sékou Touré, le Congolais Labé Fulbert Youlou, le Ghanéen Kwame Nkrumah, le Mauritanien Mokhtar Ould Daddah, l'Égyptien Gamal Abdel Nasser et l'Algérien Ahmed Ben Bella. Les ambitions de Kwame Nkrumah allaient au-delà du rêve. Cet homme voulait la constitution d'un seul gouvernement, d'un seul parlement africain et d'une armée panafricaine qui serait la consécration de la libération du continent. Il en fit la proposition, mais celle-ci fut refusée par l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny, le Malgache Philibert Tsiranana et Léopold Sédar Senghor du Sénégal. 1963, l'Organisation de l'Unité africaine est sur pied, mais elle aura à gérer déjà une première crise née du conflit armé qui a opposé l'Algérie au Maroc à propos de la région de Tindouf. Il fallait aussi apporter le plus tôt possible une solution à cette crise et celle-ci fut trouvée à Bamako, notre capitale. Le règlement des conflits par le dialogue était et reste une règle d'or de la politique extérieure du Mali. Et le respect de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, une constante de cette politique. Le Mali est l'un des rares pays qui stipule dans sa constitution qu'il est prêt à l'abandon partiel ou total de sa souveraineté dans le cadre des accords d'association ou de communauté avec d'autres États africains en vue de réaliser l'unité africaine. Cette foi en l'unité, cette quête d'unité africaine, le Mali y a toujours cru. Nous rappellerons à ce sujet la Fédération du Mali, l'Union des États africains avec la Guinée et le Ghana, les États de la Charte de Casablanca et enfin la contribution du Mali à la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Autant de faits qui traduisent la volonté maintes fois renouvelée de notre pays de s'atteler à la réalisation de l'unité. Les pays des années 60 sont le reflet des changements politiques. En 1963, le Mali est à son 3e gouvernement.
L'UNTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali, tient son congrès constitutif en juillet 1963 à Bamako, où 12 syndicats nationaux se sont affiliés à la nouvelle centrale syndicale, avec comme secrétaire général Mamadou Famadi Sissoko. Le Mali s'est engagé dans la voie de la révolution. Le moment est proche où, dans bien des secteurs, les travailleurs pourront prendre en main la gestion de leurs entreprises et donner ainsi la mesure de leur adhésion à l'option socialiste, déclarait le premier responsable de l'État. Le monde du travail voit la réalisation de l'un de ses objectifs avec l'inauguration le 21 février 1964 à Baguinda de la première usine construite depuis l'indépendance. Il s'agit de la Socoma, la société malienne des conserves. Au plan politique, après un 4e remaniement ministériel et des élections législatives pour élire les 80 députés inscrits sur la liste unique de l'Union soudanaise RDA, Bamako abrite la 3e semaine de la jeunesse. La troupe de Mopti remporte le premier prix. Mais la première semaine nationale de la jeunesse organisée du 24 juin au 2 juillet 1962 avait été remportée par la troupe de Bamako. Incontestablement, de grands efforts ont été fournis pour l'encadrement de la jeunesse. La milice populaire, les brigades de vigilance, le mouvement pionnier ont été organisés en comités, sous-sections et sections. 1966 marque un tournant capital dans la radicalisation de l'option politique de l'Union soudanaise RDA. 23 février, coup d'État contre le président Kwame Nkrumah du Ghana. Quelques jours après, la conférence des cadres réunis à Bamako, le 1er mars, décide la mise en place d'un comité national de défense de la révolution, CNDR, doté des pleins pouvoirs. L'année suivante, dissolution du bureau politique national de l'Union soudanaise RDA et de l'Assemblée nationale. C'était le 22 août, date de la prise en charge des responsabilités nationales par les membres du CNDR. C'est l'an 1 de la révolution active au Mali. Forte de la caution présidentielle, la milice populaire en armes s'adonne à la chasse aux riches. Tous les hauts fonctionnaires présentant des signes extérieurs de richesse sont nommément cloués au pilori, forcés de démissionner, tandis que leurs biens étaient confisqués. C'est ainsi que furent déclenchées l'opération Taxi et l'opération Villa, des campagnes de saisie de véhicules appartenant à des agents de l'État et de lutte contre la spéculation foncière. La tâche sera confiée à la milice qui mène en même temps une lutte contre la culture occidentale. D'aucuns considéreront cette situation comme une violation de la Constitution et des prérogatives des institutions de l'État, alors que les jeunes semblent croire en la révolution. Ils organisent une marche le 28 octobre 1967 sur Moriba-Bougou, ainsi que des manifestations pour soutenir la révolution active. Au plan économique, les faits marquants sont d'une part la réunion extraordinaire du Bureau politique national de l'Union soudanaise RDA, le 6 mai 1967, qui aboutit à la dévaluation du franc malien de 50% de sa valeur. Et d'autre part, la signature à Paris le 19 décembre de la même année de 2 accords financiers avec la France consacrant et la libre convertibilité du franc malien et la création d'un institut paritaire d'émission. C'est pendant cette période que notre pays mettra en place ses premières unités industrielles. La Socoma en premier lieu, puis le 26 juillet 1964, l'abattoir frigorifique ouvre ses portes à Bamako. La fabrique des cigarettes Dioliba en 1965, complétée 2 ans plus tard par la fabrique d'allumettes Éclair, formeront la Sonatam, fruit de la coopération sino-malienne. Et enfin, l'usine céramique de Dikoroni, construite avec l'aide de la République démocratique de Corée, sera inaugurée le 6 février 1967. Au plan diplomatique, le Mali siège pour la première fois en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies le 1er février 1966. Sur la scène africaine, l'URTNA, l'Union des radiodiffusions télévision nationale d'Afrique, choisit Bamako comme siège de son centre technique. Le 9 décembre 1966 voit la création à Bamako du Conseil supérieur des sports en Afrique, CSSA, avec comme secrétaire général le Congolais Jean-Claude Ganga, à la place du comité permanent du sport africain créé en 1965 à Brazzaville. Justement, dans le domaine sportif, des performances se sont réalisées. 1965, sortie honorable du Mali aux premiers Jeux africains de Brazzaville. Médaille d'or en judo et athlétisme, disque masculin, grâce à Lamine Touré et Niamankoro Niaré.
Médaille d'argent en football après un match nul 0-0 face au Congo qui gagne au nombre de corners 7-2. L'équipe nationale de football de l'époque avait de grands joueurs comme Idrissa Touré Dinani, Ousmane Traoré, Cheikhna Traoré Kolo, Karonga Keita et bien d'autres. Succès aussi de l'arbitrage malien aux Jeux de Brazza. L'arbitre international Sané-Madi Diallo reçoit le macaron de la FIFA. Nous terminerons ce rappel historique par le mois d'avril 1966, quand ce fut le tour de l'ensemble instrumental du Mali d'afficher ses talents au premier festival mondial des arts nègres organisé à Dakar. Les artistes du Mali, on le sait, tirent leur source d'inspiration dans notre passé. Mais d'autres virtuoses savent également prédire l'avenir, comme ce chant de la troupe artistique de Sikasso lors de la 7e semaine de la jeunesse. L'Union soudanaise RDA ne contrôle plus la situation, qui laissait apparaître les premières fissures dans l'édifice du parti. Au cours du deuxième semestre de l'année 1967, un climat permanent de troubles s'instaure. Puis, en ce mois de novembre 1968, la difficile situation économique et sociale dans laquelle est plongé le pays depuis des années, les exactions de la milice populaire, le manque d'autorité au sein de l'appareil politique et de l'État ont atteint leur paroxysme. Autant de raisons qui ont amené l'armée malienne à prendre ses responsabilités le 19 novembre 1968. Le coup d'État, dirigé par le lieutenant Moussa Traoré, est accueilli dans une liesse populaire.
1968 aura été une année forte dans l'histoire de notre pays. Le peuple malien accueille ce changement comme un soulagement et exprime pleinement son soutien à la nouvelle équipe dirigeante. Le lieutenant Moussa Traoré, cerveau du groupe, acclamé et réclamé par la foule, fait sa première apparition au balcon de la Maison du Peuple dans une atmosphère surchauffée. Passé le premier contact avec la foule, le chef et les autres membres du Comité militaire de libération nationale tiennent leur première réunion. Le peuple attend et espère. À partir du 19 novembre 1968, les destinées du Mali sont assurées par un comité militaire de libération nationale composé de 14 membres ayant à leur tête le lieutenant Moussa Traoré. La restauration de la liberté dans le respect des lois en vigueur, le rétablissement pour chaque citoyen du droit d'exercer librement le métier de son choix et de disposer sans aucune restriction du produit de son travail, le redressement de la situation économique et financière, la réconciliation nationale et le retour à une vie constitutionnelle normale, telles sont les tâches prioritaires que l'armée s'est assignées en accédant au pouvoir. Après Bamako, le CMLN entreprend une vaste campagne d'explication à travers tout le pays. De Kaya à Gao, en passant par Mopti et Sikasso, les membres du comité militaire donnent les raisons qui ont conduit au changement qui venait de s'opérer. Partout, l'accueil réservé aux hommes du 19 novembre fut enthousiaste. Dès les tout premiers moments de la prise du pouvoir par l'armée, un gouvernement provisoire fut constitué. Il est présidé par le capitaine Yoro Diakité. Quant au CMLN, il a pour président le lieutenant Moussa Traoré. Le 28 novembre, l'ordonnance numéro 1 CMLN remplace la constitution du 22 septembre 1960. 1969 voit la disparition du caractère provisoire du gouvernement et du bicéphalisme issu des événements du 19 novembre 1968. À compter du 19 septembre 1969, le président du comité militaire de libération nationale devient chef de l'État et président du gouvernement. Parallèlement à la normalisation politique, la nouvelle équipe dirigeante s'attelle à l'œuvre de redressement économique et financier. 1968 verra l'inauguration de la compagnie malienne de textile à Ségou, la création d'une association malienne pour la promotion des industriels maliens. Au mois de mars de la même année, le gouvernement du Mali signe sa première convention avec une société privée malienne, la société Sada Diallo et Frères, en vue de l'établissement d'une fabrique de vinaigre et d'eau de javel. Du 25 au 31 juillet 1969, tenue de la conférence nationale des cadres sur les voies à suivre pour remettre l'économie de notre pays sur les rails. Juillet 1970, lancement du premier plan triennal de redressement économique, plan dont l'exécution coïncide avec le début de la grande sécheresse au Mali. Malgré ces aléas climatiques, la production de coton connaîtra une augmentation satisfaisante comme plusieurs autres productions agricoles. Au cours de la même année, de nombreuses unités industrielles verront le jour ou seront mises en chantier. 23 février 1970, pose de la première pierre du complexe textile Itema, industrie textile du Mali, à Bamako. 13 juin 1970, inauguration de la cimenterie de Diamou, la Sosima, fruit de la coopération soviéto-malienne. 20 juin 1970, inauguration également de l'IMACI, l'industrie malienne de cycles et cyclomoteurs. En 1972 donc, débute l'ère de la grande sécheresse. 1 850 000 sinistrés, 40% du cheptel détruit, le déficit céréalier est de 400 000 tonnes en 1974. L'intensification de cette sécheresse et ses conséquences désastreuses sur les économies de certains pays de la sous-région amenèrent ceux-ci à créer le 12 septembre 1973 le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, dont le siège est à Ouagadougou. En 1976, l'Institut du Sahel ouvre ses portes à Bamako et le mois d'août verra le lancement de l'opération Sahel Vert par la CCT. On procédera à la plantation d'arbres à Gundam, Tombouctou, Gao, Nyoro, Nara et Kaï. En 1980, 24 opérations de développement ODR seront créées à travers le territoire. De 1974 à 80, l'on estime que plus de 50 milliards de francs CFA ont été injectés dans le seul cadre des ODR. S'agissant de l'action diplomatique, elle s'intensifie de 1968 à 1974 pour appuyer les efforts de développement entrepris au plan national. Comme point de départ de cette action, le 18 avril 1969,
le président du comité militaire de libération nationale fait sa première sortie à l'étranger depuis les événements de 1968. Dakar, la capitale du Sénégal, qui accueille le président Moussa Traoré, sera la première étape d'une série de missions effectuées dans les pays voisins. À partir de 1970, il participe à plusieurs rencontres sous-régionales. Le 3 février 1970, il est présent à la conférence au sommet des États riverains du fleuve Sénégal tenue à Conakry. Il y avait le Sénégal, le Mali, la Mauritanie et la Guinée. Le 21 mai 1970, 6 pays, la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal, signent à Bamako l'acte de naissance de la CEDEAO, la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Le 11 mars 1972, les chefs d'État du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal créent à Nouakchott l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui succède à l'ORS après le retrait de la Guinée. Le 5 septembre 1973, le chef de l'État malien participe à Alger à la 4e conférence au sommet des pays membres du mouvement des non-alignés. Au plan interne, en 1974, le chemin du retour à une vie constitutionnelle normale est balisé. Une commission ad hoc prépare l'avant-projet de constitution. Le projet de constitution est rendu public le 25 avril. Le 2 juin 1974, le peuple malien se prononce à 99,71% en faveur de la nouvelle constitution soumise à son verdict à l'issue d'un référendum. La nouvelle loi fondamentale comprend entre autres la confiance renouvelée au comité militaire de libération nationale pour conduire les affaires de l'État pour 5 autres années, l'instauration d'un parti unique constitutionnel, l'élection d'un président au suffrage universel et la création d'une Assemblée nationale. C'est pendant cette période que le président effectue des visites officielles à l'étranger, notamment en République arabe unie, en France, en Libye, en Algérie, en République populaire de Chine, en Guinée et en Arabie saoudite. Enfin, visite d'État également au Koweït, Oman, Émirats arabes unis, Gambie, URSS et République démocratique et populaire de Corée. Le Mali recevra à son tour la visite de chefs d'État de pays voisins. Kofi Boussia, Premier ministre du Ghana, Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal, Mokhtar Ould Daddah, président de la Mauritanie, Yakubu Gowon du Nigeria, Norodom Sihanouk du Cambodge, Kurt Waldheim, secrétaire général des Nations Unies, son éminence Abdel Aziz Ben Salah, grand imam de Médine, qui participera à l'inauguration de la grande mosquée de Bamako le 30 juillet 1976. L'exercice du pouvoir ne fut pas sans remous dans un premier temps. En août 1969, déjà, première tentative de coup d'État militaire dont l'instigateur était le capitaine Dibi Sila Diarra. En 1976, un autre groupe de militaires, des sous-officiers, dont l'adjudant Mamadou Lamine Sissoko tentera de s'emparer du pouvoir. Le CMLN n'échappera pas lui-même à des divergences entre ses membres. En août 1969, une tentative de putsch dirigée par le capitaine Yoro Diakité échoue. Le 28 février 1978, le colonel Moussa Traoré, chef de l'État, annonce l'arrestation de 3 membres du CMLN, Tchekuro Bagayogo, Karim Dambélé et Kissima Doukara, dont la tentative de putsch avait été déjouée. Et l'homme du 19 novembre, fidèle à son serment, déclare: Malienne, Malien, vous savez qu'il est difficile d'honorer un serment, surtout lorsque des intérêts particuliers et sordides sont en jeu. Le serment de servir avec fidélité et honneur un peuple exige, à notre sens, un don de soi à ce peuple. Il exige, ce serment, que l'on place les intérêts supérieurs de ce peuple au-dessus de tout. Il ne faut ici rien voiler ni rien taire. Mais je me contenterai de dire que si, pour certains, la sauvegarde des intérêts de notre peuple passe avant tout, pour d'autres, par contre, les intérêts particuliers demeurent fondamentaux. Le reste, vous le savez. C'est donc dans une atmosphère épurée que s'ouvrait l'année 1979 qui vit les événements s'enchaîner à un rythme accéléré. Le congrès constitutif de l'UDPM tiendra ses assises les 27, 28, 29 mars dans la salle des spectacles du stade Omnisport de Bamako.
4 mois plus tard, le 19 juin, les citoyens se rendent aux urnes pour élire le premier président de la Seconde République et les 82 députés qui devaient siéger à la nouvelle Assemblée nationale. Un accent particulier sur la nécessité de renforcer l'intégration sous-régionale et régionale et au plan national d'asseoir les bases d'une économie indépendante et planifiée. Dans le cadre de l'intégration sous-régionale, les 3 chefs d'État de l'OMVS procèdent à la pose de la première pierre du barrage de Manantali. Ce barrage, patrimoine commun aux 3 pays membres de l'OMVS, est, après celui de Diama, le deuxième volet d'un programme ambitieux de l'organisation. En effet, Manantali est à vocation multiple. Réguler le débit du fleuve Sénégal à 300 m3/s, irriguer 375 000 hectares de terre, produire 800 millions de kWh d'énergie par an, assurer une navigation pérenne du fleuve de Saint-Louis au Sénégal à Kaï au Mali. Le barrage engendre une retenue d'eau, véritable lac artificiel de 11 milliards de mètres cubes. Autre fait marquant dans la navigation, la mise à l'eau le 4 août 1982 du bateau courrier, le Cancun Moussa, dont le coût est de 900 millions de francs CFA, entièrement financé par la République fédérale d'Allemagne. Les perspectives s'avèrent plutôt bonnes pour la navigation. En effet, le barrage de Sélingué, qui doit permettre la régulation du débit du fleuve, est inauguré en décembre grâce à un financement international. La construction de ce barrage sur le Sankarani a duré 6 ans et coûté près de 35 milliards de francs CFA. Assurément un projet important qui a fait partie des 79 projets prioritaires de notre plan quinquennal 1977-1982, étudié au sein de la première conférence internationale des bailleurs de fonds pour le redressement économique et financier du Mali, tenue à Bamako du 12 au 16 décembre 1982. Le Mali signe le 17 février 1984 un accord d'adhésion à l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Cette adhésion a été décidée par la conférence des chefs d'État de l'Union le 30 octobre 1983 à Niamey au Niger. Ainsi, le Mali rejoint une union qu'il avait quittée 23 ans auparavant. Cette réintégration du Mali dans l'UMOA n'a entraîné ni réévaluation ni dévaluation. Elle est faite sur la base de la parité fixe, 1 franc français égale 50 francs CFA. Cette période coïncide également avec une autre sécheresse qui atteindra son point culminant en 1985 dans les pays du Sahel. Des pays amis, dont les États-Unis, annoncent leur disponibilité à aider le Mali dans sa lutte contre ce fléau. Le chef de l'État, le général Moussa Traoré, mettant à profit son mandat de président en exercice du SILS, multipliera à son tour des efforts dans ce sens. C'est ainsi qu'il participera les 30 et 31 mai 1985 à New York aux travaux du Conseil exécutif du Programme des Nations Unies pour le développement pour l'examen des problèmes liés à la sécheresse et à la désertification en Afrique. Le général Moussa Traoré, qui avait fait un exposé sur la question, avait également abordé le chapitre des inégalités dans les relations économiques internationales et les problèmes de la dette du tiers-monde. Mais en 1985, le peuple malien, attaché aux idéaux de paix et d'amitié avec ses voisins et les autres peuples du monde, aura à regretter l'incident qui l'opposera à un pays frère et ami, le Burkina Faso, à propos de la gâchère. Ce conflit trouvera une issue heureuse dans un cadre strictement africain avec la rencontre en janvier 1986 des chefs d'État de l'ANAD, accord de non-agression et de défense à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Et les deux pays se sont engagés à respecter la décision de la Cour de justice de La Haye. 1986, le 4e Conseil national de l'UDPM des 29, 30 et 31 mars examine un document sur l'état de la nation. Création d'une commission ad hoc chargée de l'élaboration d'un projet de charte d'orientation nationale et de conduite de la vie publique. 3 mois plus tard, ces assises de l'UDPM seront suivies de celles du 2e congrès ordinaire de l'Union nationale des jeunes du Mali. Dans leur résolution, on retiendra la volonté des jeunes d'assainir l'administration et la vie publique et d'améliorer les performances de notre économie. Le 12 octobre, date de la rentrée des classes, les élèves commencent l'année scolaire par une leçon sur l'apartheid en tant que crime contre l'humanité. Une manière d'exprimer la solidarité du peuple malien avec les peuples d'Afrique australe. Pour clore ce chapitre politique, signalons l'inauguration le 25 novembre de la salle de délibération de l'Assemblée nationale, fruit de la coopération entre le Mali et la Yougoslavie. Le 11 décembre 1986, le secrétaire général de l'UDPM, chef de l'État, le général Moussa Traoré, donne le coup d'envoi du PEV, le programme élargi de vaccination. Au centre de santé de l'Afiabougou, le président de la République inoculera à la jeune Malado Samaké le premier vaccin de la vaste campagne de vaccination des enfants contre les 6 maladies dont ils sont le plus souvent victimes: tétanos, variole, coqueluche, poliomyélite, rougeole et tuberculose.
Février 1987, coup d'envoi du débat démocratique initié par le général Moussa Traoré qui engage le dialogue avec les forces vives de la nation. Le 17 mars, le président de la République rencontre les opérateurs économiques qui évoquent la nécessité d'un désengagement rapide de l'État, la lourdeur de la fiscalité, les mesures de relance et d'assainissement de l'économie. 2 jours après, les membres de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption sont désignés. Suite à ce débat national, le 2e congrès extraordinaire de l'Union démocratique du peuple malien réuni à Bamako les 28, 29, 30 et 31 mars adopte la charte ainsi que les nouveaux statuts et règlements intérieurs du parti. À la fin de l'année 1987, notre pays est honoré à travers la distinction décernée au chef de l'État par l'Université Calabar du Nigeria, qui le fait docteur honoris causa. Le président Moussa Traoré devient ainsi la première personnalité non nigériane à recevoir une telle distinction. Le 26 mai 1988, lors du 25e sommet des chefs d'État de l'OUA, les pairs du général Moussa Traoré le désignent à l'unanimité à la présidence en exercice de l'organisation panafricaine. Le nouveau président en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine prendra son bâton de pèlerin pour défendre la cause de l'Afrique dans le monde. C'est ainsi que les 7 et 8 juin, il se rendra à Alger pour apporter le message de l'Afrique au sommet extraordinaire de la Ligue arabe. Il est en Norvège les 22 et 23 août à la conférence internationale sur les réfugiés d'Afrique, notamment ceux d'Afrique australe. Après la Norvège, ce sera la Zambie et l'Angola pour apporter au pays de la ligne de front l'expression de la solidarité de tout le continent. Visite également aux États-Unis, à New York et à Washington plus précisément pour plaider auprès des Nations Unies et des responsables américains en faveur de l'Afrique. Au retour du général Moussa Traoré au Mali, le pays s'apprêtera à fêter en mars 1989 le 10e anniversaire de l'Union démocratique du peuple malien. Mais un mois avant, le 5 février 1989, Boubacar Diallo, secrétaire général adjoint de l'UDPM, décède à Moscou à l'âge de 61 ans. La commémoration du 10e anniversaire du parti à peine achevée, Bamako accueille le 11 février Frédérico Mayor, directeur général de l'UNESCO. Et le 20 mars, les États généraux de l'éducation sont convoqués. Ils se prononcent pour une école à l'écoute des besoins du pays et ouverte aux exigences du 3e millénaire. Le 3 avril, adoption par le Conseil des ministres de l'OMVS du tracé définitif de la ligne haute tension ainsi que des décisions importantes pour la poursuite des programmes de l'OMVS. Au plan sous-régional toujours, le Mali connaîtra une consécration. En effet, le 4 juin 1989, pour la première fois, notre pays remporte une coupe africaine de football aux dépens de la Guinée-Conakry sur le score de 3-0. Les héros de cette épopée remettront 4 jours après le trophée Amilcar Cabral au général Moussa Traoré. Sur un tout autre plan, ce mois de juin sera marqué par la mise en place de la Chambre d'agriculture du Mali, dont le bureau de 16 membres est chargé d'organiser et de défendre les intérêts des ruraux. À l'échelle du continent, l'on notera le 22 juin 1989 la rencontre de Boak-Lolité au Zaïre entre le MPLA et l'UNITA. Notre pays prend part à ces négociations et joue un rôle prépondérant dans les résolutions finales. La démarche active du Mali dans le dialogue interafricain se confirmera le 21 juillet à Bamako, où 4 chefs d'État, Oumar Bongo, Mouammar el-Kadhafi, Chatli Benjedid et Hissène Habré, se retrouvent autour du président Moussa Traoré pour restaurer la paix entre la Libye et le Tchad. Parallèlement à ces négociations, s'est tenu à Bamako un séminaire sur la dette publique du Mali, suivi le 15 août de la signature avec l'Arabie Saoudite de 2 accords de prêt d'un montant de 12 milliards de francs CFA relatifs au financement du second pont de Bamako. L'insalubrité dans le district de Bamako qui préoccupe les autorités maliennes sera à l'origine d'une tournée le 9 septembre du secrétaire général du parti à travers la ville pour se rendre compte par lui-même de la situation qui prévaut. La fin de l'année sera marquée par la première conférence nationale des cadres de l'UDPM autour des grandes préoccupations de notre pays. Cette première conférence s'achève à peine que la 8e session du Conseil national de l'UDPM s'ouvre à Bamako le 26 décembre pour discuter également des problèmes auxquels le pays est confronté. Toutes ces actions sont entreprises dans un climat de dialogue et de concorde, comme l'a constaté le pape Jean-Paul II lors de la visite qu'il a effectuée dans notre pays. Le 11 février 1990, Nelson Mandela est libéré. Libération saluée par le Mali et l'Afrique tout entière comme une victoire. Et le 21 mars, nouvelle victoire de l'Afrique indépendante. La Namibie accède à la souveraineté nationale après 75 ans de colonialisme sud-africain et 25 années de lutte de la SWAPO.
Il s'agit là de deux faits marquants de l'actualité africaine auxquels il faut désormais ajouter le débat sur l'ouverture politique. Pour sa part, notre pays ouvre le 26 juin la 9e session du Conseil national de l'UDPM, suivie en août d'une session extraordinaire de la même instance qui consacre une part importante des discussions aux problèmes de la démocratie au sein du parti. La question du multipartisme est abordée et le débat sera poursuivi et approfondi jusqu'au prochain congrès ordinaire en mars 1991.